Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour donner du sens à toute l'actualité politique et parlementaire. Et ce matin, nous recevons Charles de Courson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI de la Marne. Nous allons passer avec vous au crible ce budget 2017 qui arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Vous nous direz s'il est totalement crédible et ce que vous voulez changer. Vous nous direz également si l'opposition prépare un collectif en cas de retour au pouvoir. Et puis vous réagirez également à la revue de presse, celle d'Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors qu'est-ce que vous retenez des quotidiens ce matin? Beaucoup de déclarations politiques, la violence aussi dans les hôpitaux français, notamment à Tourcoing, et l'affaire Morandini, Jean-Marc Morandini, télé. iTélé. On en parle dans quelques instants avec vous. À 9h, ce sera l'invité de la matinale, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Il nous dira si le budget est crédible alors que les hypothèses de croissance et de déficit sont unanimement contestées. Est-il prêt à un geste pour les retraités modestes via une baisse de la CSG? Combien de personnes seraient concernées? Pour quel coût? Il était également à Florange hier avec le président. Alors pour lui, les promesses ont-elles été tenues? Nous lui poserons toutes ces questions. Et puis si vous aussi, vous souhaitez l'interroger ou tout simplement intervenir dans cette émission, faites-le sur Twitter avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 18 octobre. Top départ pour le marathon budgétaire. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle le projet de loi de finances pour 2017, le dernier du quinquennat. Basé sur une hypothèse de croissance optimiste d'1,5%, il prévoit de ramener le déficit à 2,7% du PIB. Un geste qui pourrait être fait en direction des retraités modestes via une baisse de la CSG est attendu. Visite discrète à Florange. Le président a soigneusement évité les syndicalistes hier lors de sa visite sur le site d'ArcelorMittal. Il est venu vanter son bilan et la tenue de ses engagements en dépit de la fermeture des hauts fourneaux, fustigeant au passage les partisans d'une nationalisation. Pour François Hollande, Florange, ce n'est pas un souvenir, c'est un avenir, a-t-il dit. Manuel Valls se place en potentiel remplaçant de François Hollande. Hier à Évry, sur ces terres, le Premier ministre a appelé au rassemblement et à l'espérance. Dans un discours sur la laïcité, il a pris le contre-pied d'Emmanuel Macron et du chef de l'État qui a récemment déclaré qu'il existe un problème avec l'islam. La laïcité n'est pas dirigée contre les musulmans, a insisté Manuel Valls. Il est 8h33, à la une des quotidiens, chacun cherche sa place dans la primaire. Et Ahmed, vous avez retenu quelques grandes déclarations politiques dans la presse ce matin. Oui, allez, on va faire un petit jeu, question pour un champion. Vous êtes prêt, monsieur le député? Ouais. On va jouer à celui de qui a dit. Qui a dit on va faire une majorité demain composée de 100% de députés les Républicains? Cela n'a naturellement pas de sens. Qui a dit cela? Je sais pas. C'est Alain Juppé. Oh, c'est Alain Juppé. Vous auriez dû savoir. Pas de question pour Alain Juppé de s'accommoder des investitures législatives décidées sous le règne de Nicolas Sarkozy. S'il gagne le 27 novembre la primaire de la droite, il le promet, il va donner plus d'investitures au centre pour les législatives. Il faut 70 à 80 députés centristes, calcule Philippe Vigier, le patron des centristes à l'Assemblée nationale, pour avoir un bon équilibre. Qui a dit « J'ai un problème avec la CGT ». C'est un candidat à la primaire de la droite. Jean-François Copé, bravo Copé. Brigitte, Hey. dans une grande interview au Parisien aujourd'hui en France. Pour lui, ce syndicat a pour principal objectif de préserver les avantages individuels et bloquer le pays en le prenant en otage. Voilà, Copé qui par ailleurs déclare que nous ne sommes pas tous gaulois et que Sarkozy c'est le verbe haut et des demi-mesures. Allez, la dernière, qui a dit l'islam n'est pas le problème de la France? Monsieur, Valls. Monsieur Valls. C'est triché. Monsieur Valls. Non, non, c'est pas C'est de la triche, Brigitte. C'est Manuel Valls, évidemment. Il ajoute « L'islam est une part de notre culture ». Le Premier ministre s'exprimait hier depuis sa ville d'Évry, où il installait un conseil local de la laïcité. Une phrase, en fait, qui répond indirectement à François Hollande, qui, dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », aurait affirmé qu'en France, il y a un problème avec l'islam. Brigitte. Je reviens sur la première déclaration, celle d'Alain Juppé. Charles de Courson, vous le soutenez dans la course à la primaire à droite. Il faut 70 à 80 députés centristes, calcule Philippe Vigier. Ce serait un très très bon accord, très favorable quand même aux centristes, non? Mais Ça vous paraît réaliste? Alain Juppé, que je soutiens depuis 18 mois,
est un homme plein de sagesse. Il voit bien que pour redresser ce pays, il faut une majorité large. Et que ce n'est pas en se repliant à l'intérieur des Républicains qu'on obtiendra cela. Donc il faut agglomérer des forces diverses pour faire une majorité solide pour réformer ce pays. Et de ce point de vue-là, les déclarations de Philippe Vigier sont aussi pleines de sagesse. Ça fait beaucoup de députés centristes quand même sur une majorité. Je vous rappelle 290 personnes à peu près. Nous sommes les centristes dans l'opposition actuelle. Nous représentons un tiers de l'électorat de l'opposition. Et je rappelle d'ailleurs que c'est la droite modérée, les centristes, l'aile modérée des Républicains qui soutient Alain Juppé. Et c'est comme cela qu'il gagnera. Très bien, alors on poursuit cette revue de presse, Ahmed, avec la presse régionale. La violence qui ne s'arrête plus aux portes de l'hôpital et à Tourcoing notamment. Oui, c'est la une de la Voix du Nord aujourd'hui. Le personnel des urgences de l'établissement est sous le coup d'une vive émotion après une agression d'une rare violence qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. Une quinzaine de personnes qui accompagnaient un patient s'en sont pris au personnel du centre hospitalier vers minuit. Un médecin était frappé, une infirmière brutalement tirée par les cheveux. Les troubles se sont produits alors qu'une personne âgée, victime d'un malaise, avait été amenée aux urgences de Tourcoing. Le patient est un responsable associatif du quartier de la Bourgogne et il était accompagné d'une quinzaine de personnes proches et membres de l'association. Alors d'après le personnel soignant, insultes et menaces ont rapidement fusé alors que le patient avait déjà été pris en charge. Les proches, eux, assurent avoir dû patienter 4h30 avant qu'un médecin l'examine. Alors que la situation a dégénéré, un urgentiste a été pris pour cible et frappé par 5 personnes entrées par effraction dans la salle d'examen. Au final, la police a dû intervenir pour arrêter 3 personnes, enfants de l'homme hospitalisé. Ils sont poursuivis pour violence aggravée et outrage à une personne chargée d'une mission de service public. Alors, il n'y a pas une garde de nuit où il ne se passe pas quelque chose, dit un responsable de l'hôpital, mais ça n'a jamais été aussi grave que samedi soir. Ils ont quand même réussi à agresser le seul médecin qui daigne les recevoir un samedi à 23h. Tourcoing n'est pas seul concerné. Brigitte, l'Observatoire national des violences en santé, qui a publié un rapport, pointe du doigt une augmentation des violences graves à l'encontre du personnel hospitalier. Dans les hôpitaux, Brigitte, il y a un acte de violence toutes les 30 minutes. Tout autre chose, envers et contre tous, presque tous. Jean-Marc Morandini a fait ses débuts sur iTélé, mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. L'animateur a présenté hier sa nouvelle émission Morandini Live et c'est le dossier de Libération aujourd'hui. Oui, iTélé, le choix du trash, c'est le dossier de Libé aujourd'hui. À Canal+, Vincent Bolloré remet de l'ordre dans la maison comme un cacailler dans sa boutique, sans s'embarrasser des grands principes. Après avoir nettoyé la grille de Canal+, de toutes ces insolences qui l'exaspèrent, l'industriel breton passe au Karcher. iTélé, sa chaîne d'info en continu, il a décidé d'y imposer Jean-Marc Morandini, un triste cire de l'info mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. iTélé, le clash de conscience. Écœuré par le passage en force de Bolloré pour imposer Morandini sur la chaîne, la rédaction, poussée vers la sortie, a voté la grève et s'interroge sur les vraies intentions du milliardaire. Le présumé innocent journaliste, producteur, organise des castings, plus que douteux pour des séries qui ne le sont pas moins. Europe 1 a préféré couper le son, mais Bolloré, fidèle en affaires, a installé Morandini pour y parler des médias hier à 18h sur son antenne, contre l'avis de 85% de la rédaction en grève. Sans doute y voit-il l'occasion de s'offrir la bonne conscience des journalistes au prix de quelques chèques. La méthode a fait ses preuves depuis qu'il a pris les commandes de Canal+. Il y a une volonté de liquidation en règle, explique Patrick Bloch, c'est le député socialiste à l'origine de la loi sur l'indépendance des médias. iTélé n'a pas de charte des droits et devoirs. La chaîne a désormais l'obligation de s'en doter d'une au plus tard le 1er juillet 2017, déclare le député. Pour le député socialiste, l'objectif de se débarrasser des éléments les plus critiques de la rédaction est clair. On a l'impression d'avoir affaire à une volonté de liquidation en règle. Et le député de conseiller aux journalistes
journalistes d'ITélé de résister. Crédibilité, c'est l'édito de Laurent Geoffrin qui analyse, contestant une décision de toute évidence très contestable. La rédaction d'ITélé défend aussi sa chaîne, laquelle rencontrera des difficultés croissantes si elle perd sa crédibilité publique. Présomption d'innocence, dit-on, certes. Pourtant, plusieurs ministres de la République mis en cause par la justice ont quitté leurs fonctions, quitte à les reprendre plus tard une fois les soupçons dissipés. Les journalistes ou ceux qui se piquent de l'être, qui ont si souvent donné des leçons dans ce domaine, seraient bien inspirés, dit l'éditorialiste, de suivre cet exemple. C'est la solution choisie par Europe 1, qui dérive du bon sens et de l'intérêt bien compris des médias, écrit Laurent Geoffrin. Et puis on termine par le dessin du jour, Ahmed. Oui, François Hollande qui défend son action à Florange. C'était hier, en visite à l'usine ArcelorMittal. Le chef de l'État a tenu à se justifier malgré la fermeture des hauts fourneaux en 2013. Selon lui, une nationalisation partielle n'aurait eu aucun impact. Ça inspire Dominique Goubel dans La Charente libre. Florange, Hollande assure avoir tenu ses promesses. Je vous avais promis que je reviendrai. Eh ben, je suis là. Voilà. Charles de Courson, est-ce que François Hollande a tenu ses promesses pour vous? Non. Non? Non. Il a maintenu l'emploi? Non. Il a favorisé l'investissement, 200 millions d'euros d'investissement? Si vous voulez, il avait promis le maintien. Bon, des hauts fourneaux. Des hauts fourneaux. Au lieu de dire que quand des entreprises ne sont plus compétitives, il faut les fermer, et comme ça crée un problème local, eh bien, il faut un peu de politique d'aménagement du territoire, réinstaller d'autres activités, faire un plan social. Ouais, c'est ça, un discours responsable. Et ce qui est vrai sur Florange est vrai en matière budgétaire, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous voyez, c'est le mensonge permanent. C'est ça ce qui est terrible. Et l'effondrement de la crédibilité du président est lié largement à cela. On va en parler tout de suite. Merci Ahmed pour cette revue de presse. Puisque notre dossier du jour, c'est le budget 2017. Vous êtes membre de la commission des finances, Charles de Courson. Ce budget, il est basé sur une hypothèse de croissance d'1,5% et il doit permettre de ramener le déficit public à 2,7% du PIB sous les 3% exigés par Bruxelles. Est-ce que pour vous, c'est un budget crédible? Il n'est absolument pas crédible. Ce n'est pas d'ailleurs moi qui le dis. Le Haut Conseil a donné un avis qui est quand même extrêmement dur. D'ailleurs, il y a eu un incident en commission des finances, puisque quand le premier président de la Cour des comptes, qui est le président du Haut Conseil des finances publiques, est venu nous dire cela, certains collègues de la majorité ont accusé le premier président de la Cour des comptes de faire de la politique. Alors je peux vous dire que là, il est monté sur ses grands chevaux. Le Haut Conseil s'est souvent trompé. Écoutez, en matière, il s'est trompé une fois il y a 3 ans. Sinon, non, assez proche. Il a souvent dit que les hypothèses étaient trop optimistes et finalement, les objectifs ont in fine été atteints. Si je puis me permettre, en 2017, la prévision de croissance retenue par le gouvernement, c'est 1,5% en volume de croissance de la richesse française. Et ils maintiennent ce 1,5% pour 2016. Personne ne fait cela. Moi, j'avais félicité le gouvernement l'année dernière, puisqu'il s'était calé sur ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire ce que disent les économistes. Alors, c'est autour d'1,2% pour 2017. On serait plutôt à 1,2, 1,3 en 2016, et même chose sur 2017. Donc, grosso modo, on va avoir 0,4, 0,5 points en cumul sur les 2 années, ce qui veut dire que les recettes, elles sont surévaluées de 4 milliards. État, sécurité sociale et collectivités territoriales. Donc, il y a une surestimation des recettes volontaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à boucler le budget. Donc on continue, si vous voulez, à prendre des hypothèses non réalistes. Alors que ce n'était pas le cas les 2 dernières années. Donc ça veut dire que l'objectif de déficit de 2,7% ne sera que partiellement, facialement tenu? Mais il ne pourra pas être tenu, puisque les recettes sont surévaluées grosso modo de 4 milliards. Et les dépenses, toute une série de dépenses ne sont pas budgétées. Exemple, le redressement d'Areva. Bon, on a promis 5 milliards. 5 milliards non budgétés. Quand je demande au ministre, mais enfin, où sont les 5 milliards promis pour éviter l'effondrement de la filière nucléaire? Ah ben, on verra ça peut-être au collectif, on va voir. Mais enfin, et ces 5 milliards, c'est des dotations en capital, mais en fait, c'est des subventions. Ouais. Je vous donne que ça, quelques exemples. Donc pour vous, 2,7%, c'est inatteignable? Non. Moi, je pense qu'on finira probablement autour de 3,2, 3,3. Et puisque vous parliez de François Hollande et de ses promesses, vous vous rappelez dans ses promesses qu'il avait promis, c'est-à-dire le 3% dès 2013 et 0% l'équilibre en 2017. en 2017.
Où est-ce qu'on en est? On n'atteindra même pas le 3% en 2017. L'objectif est quand même sous les 3%, alors que la majorité précédente n'a jamais réussi à tenir l'objectif de Bruxelles. Non, l'objectif n'était pas 3%, il était 0% en 2017. Vous voyez l'énorme écart. Mais il est quand même dans les clous de Bruxelles, ce que la majorité précédente n'avait pas réussi à faire. Non, 2 fois, ils ont demandé que la France diffère ses engagements. Et aujourd'hui, à Bruxelles, on sait que la 3e fois, ça sera le prochain gouvernement qui sera confronté au milieu de l'année prochaine à une situation où on sera au-dessus des 3%. Et donc, la France a perdu toute crédibilité au niveau des instances communautaires. Et parmi les dirigeants de l'Europe, les dirigeants politiques des différents pays, quand on va, si vous voulez, à Bruxelles et qu'on rencontre nos collègues, ou qu'on va en Allemagne, en Italie, etc., les collègues nous disent mais où va la France? La France va à la dérive. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Ce budget 2017 sera examiné à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. Il l'a été la semaine dernière en commission. Alors, outre la baisse d'1 milliard de l'impôt sur le revenu, quelques modifications ont été apportées au texte. Le compte-rendu des débats est signé Nathalie Guilluard et Béatrice Finzan. C'est le dernier budget du quinquennat de François Hollande. Le projet de loi de finances pour 2017, sorti de commission, contient plusieurs innovations fiscales. Tout d'abord, la baisse de l'impôt sur le revenu. C'est la nouveauté et la priorité figurant dès l'article 2 du projet de loi de finances 2017. Bonne nouvelle pour les classes moyennes, soit 7 millions de foyers dont les impôts seront réduits de 20% environ. L'autre annonce très attendue, la création d'une taxe YouTube. L'amendement socialiste porté farouchement par Karine Berger concerne les géants du net. L'idée est de taxer les revenus générés par la publicité sur tous les sites de vidéos. Les députés ont voté, ce sera 2% du chiffre d'affaires des ventes et abonnements. L'argent ainsi récolté sera redistribué au CNC, le Centre national de cinéma. Quant à l'optimisation fiscale, les députés ont voté un amendement contre l'avis du gouvernement sur les actions gratuites. L'objectif, faire repasser le taux de la contribution patronale sur la valeur de ces actions à 30%. Au lieu des 20% actuels. Enfin, la gauche désirait l'élargir, mais c'est la commission des finances qui a eu le dernier mot. La taxe sur les transactions financières ne sera pas augmentée. En revanche, un quart de cet impôt servira à financer l'aide publique au développement. Un budget revu à la hausse donc, mais à net recul pour les ONG. Revenons sur l'optimisation fiscale. Charles de Courson, la fiscalité sur les actions gratuites a été abaissée par la loi Macron à 20%. Certains souhaiteraient la relever à 30%. Qu'en pensez-vous ? Mais on a besoin de l'actionnariat des salariés, pas simplement pour des raisons financières, de préparer sa retraite, de mettre de l'argent de côté, mais aussi pour dynamiser les entreprises, pour que le personnel soit associé aux résultats que fait l'entreprise. Et donc, cette majorité est vraiment cul par-dessus tête. Elle vote un abaissement. Dans la loi Macron ? Dans la loi Macron. Nous, l'opposition, nous y étions favorables, le groupe UDI en particulier, et une minorité des collègues s'agite là-dessus et veut remonter. C'est un amendement du député Romain Colas. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que ça, quand même, facilite et ça bénéficie surtout aux grandes entreprises, aux entreprises du CAC 40. Est-ce que c'est pas finalement une niche fiscale déguisée ? Mais tout le monde le savait lorsqu'on a voté cela. Le problème, il n'est pas simple. Alors on peut se tromper, pourquoi ne pas revenir en arrière ? Attendez, le gouvernement avait appuyé, attendez la position du gouvernement. On va beaucoup s'amuser, si vous voulez, en séance, parce que le gouvernement, à moins qu'il... A priori, souhaiterait laisser les 20%. Sûr, mais bien sûr, sinon on ridiculise. Si vous voulez, on parle de l'instabilité fiscale. Mais vous vous rendez compte, pour les contribuables, pour les entreprises, de voir une commission des finances où la majorité fait à peine voter la loi Macron, fait l'inverse 1 an et demi plus tard. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Alors, on va parler de vous, de ce que vous avez souhaité faire voter en commission. Un amendement notamment qui visait à contrer les stratégies d'optimisation fiscale pour échapper à l'ISF. C'est étrange d'avoir fait cela alors que votre famille politique est quasi unanimement contre. Mais nous sommes pour la suppression de l'ISF. Mais je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Quel est le problème ? Le Canard enchaîné a publié une note de la direction de la législation fiscale montrant que les 50 plus grandes fortunes françaises, sur les 50, il y en a déjà 11 qui ne payent pas l'ISF. Et les autres, grosso modo, ont des réductions de 90% par rapport à ce qu'elles devraient payer. Pourquoi ? Parce que
il y a un système de plafonnement, c'est-à-dire que la somme de ce que vous payez à l'impôt sur le revenu en CG, CRDS et à l'ISF est plafonnée à 75% de vos revenus. Donc les gens très riches, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils réduisent leurs revenus, puisque c'est des fortunes mobilières, c'est-à-dire des participations dans des entreprises. Eh bien, ils ont des sociétés holding et ils vivent parfois même à crédit. Donc, ils n'ont plus de revenus. Donc, ils ne payent pas l'ISF. Et donc, le gouvernement nous a proposé un article qui ne tient pas debout en disant qu'on allait lutter contre ce détournement. Mais je lui dis, mais vous n'avez pas prévu un autre cas qui est, je vais voir mon banquier et je vis à crédit, de crédit à la consommation. Et je ne distribue 0 francs, 0 centimes de dividendes dans les entreprises dont je suis propriétaire. Alors, j'ai déposé un amendement pour montrer le caractère complètement irréaliste et que derrière cet amendement, et nos collègues sont tombés dans le panneau et l'ont voté, nos collègues de la majorité. Et vous pensez que vous allez être suivi dans l'hémicycle? mais bien sûr que non, mais de toute façon, tout ceci en plus sera annulé par le Conseil constitutionnel. C'est complètement contraire aux principes de base du droit fiscal. Et je voulais démontrer par cet amendement l'absurdité de l'ISF. Et qui paye l'ISF? Ce que j'appelle les petits riches. Ben, les grands riches, ils y échappent. Voilà le résultat. Alors, on va faire avec vous le bilan du quinquennat, un quinquennat qui aura été marqué notamment par le ras-le-bol fiscal dénoncé par Pierre Moscovici lui-même. Pourtant, les classes moyennes auront vu leur niveau de vie légèrement augmenter quand les plus riches ont été davantage taxés. Les gagnants et les perdants de la présidence Hollande, c'est avec Maïté Frémont. La progressivité dans la CSG abandonnée, la fusion avec l'impôt sur le revenu enterrée, la taxe à 75% sur les très hauts revenus liquidée. Près de 5 ans après sa prise de fonction, c'est l'heure du bilan fiscal de François Hollande. Les partisans du Big Bang annoncé déchantent. Ils ont même un credo, le ras-le-bol fiscal. À peine arrivé au pouvoir, François Hollande annonce une hausse d'impôts pour les 10% les plus aisés. Quotient familial, mise au barème des revenus du capital, tranche à 45%. Des premières mesures du quinquennat qui ciblent donc les plus riches, sans pour autant épargner les classes moyennes. Premier exemple, la fiscalisation des heures supplémentaires, elle concerne 3/4 des ménages. C'est exactement le même schéma pour la fiscalisation de la complémentaire santé et pour les hausses de cotisations dans le cadre de la réforme des retraites. Quant aux ménages les plus modestes, ils ont bénéficié des mesures du plan pauvreté de 2013, revalorisation du RSA, de l'allocation de soutien familial et du complément familial, ainsi que de la réforme de la prime d'activité. Verdict de ce bilan fiscal, côté perdant, la famille fortunée avec 200 000 € net par an. Son niveau de vie a baissé de 2% depuis 2012. Moins impacté mais également perdant, la famille moyenne avec 60 000 € net par an. Le résultat est identique, un niveau de vie en baisse de 0,3% depuis 2012. Parmi les grands gagnants, les familles modestes avec un revenu de moins de 30 000 € par an, mais également les célibataires qui gagnent moins de 20 000 € net annuels. Leur niveau de vie a légèrement augmenté de 0,3%. Charles de Courson, les classes moyennes sont-elles les grandes perdantes de ce quinquennat? Mais bien sûr, parce que les chiffres qui sont évoqués par votre collègue... C'est le chiffre de Bercy. Mais non, mais ce sont des chiffres faux. Ah, pourquoi? Ça nous vient de Bercy. Mais bien sûr, mais j'ai lu avec attention les documents budgétaires. Ils ont oublié qu'une chose, c'est l'augmentation des cotisations sociales. Ouais, bon. Donc, quelle est la vérité? La vérité, c'est quand l'actuelle majorité arrive au pouvoir, l'ensemble des prélèvements obligatoires représente 43,8% de la richesse française. Aujourd'hui, on va arriver à 45,5%. Voilà. Et quand vous regardez entreprises, ménages, les entreprises, après avoir une augmentation pendant 2 ans, on a baissé, on est revenu à peu près à la situation antérieure. Il y a même eu une légère baisse. Et pour les ménages? Par contre, les ménages, alors une augmentation continue. Quand le gouvernement ose parler pour le seul impôt sur le revenu, qui est une petite partie des prélèvements obligatoires que payent les familles, cette baisse de 1 milliard, les gens croient qu'ils vont payer moins d'impôts l'année prochaine. Mais vous savez quelle est la vérité? Voilà les chiffres du gouvernement, ce n'est pas les miens. C'est que l'impôt sur le revenu, il augmentera de 1,9 milliard. Pourtant, vous soutenez Alain Juppé qui ne souhaite pas, lui, baisser l'impôt sur le revenu à la différence de Nicolas Sarkozy. Mais dans le programme fiscal d'Alain Juppé, la seule mesure concernant l'impôt sur le revenu, c'est de remonter
le plafond du quotient familial qui a été abaissé drastiquement. D'ailleurs, sur ce point, les informations qui ont été données tout à l'heure sont parfaitement exactes. Ce sont les familles qui ont le plus trinqué de la politique. Donc vous reviendrez fiscale. dessus. Il y aura de toute façon un collectif budgétaire en 2017. Bien sûr, mais comme toujours, quand une nouvelle majorité arrive. Si nouvelle majorité arrive. Merci Charles de Courson, député UDI de la Marne, j'ai bien compris, membre de la commission des finances. Merci d'avoir été avec nous dans Politique Matin et très bonne journée à vous.